petit bout de femme derrière un masque de cheveux. Donc, au risque de vous décevoir, aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui peut-être s'éloigne un tout petit peu des considérations et de la problématique de la formation dont je suis issue, mais je crois qu'il nous concernera tous quand même. Et je me souviens particulièrement d'un moment quand je suis arrivée à l'université, en première année, où on me vantait les mérites du LMD. Vive le LMD, où la devise était la centration sur l'apprenant. Au bout d'une année universitaire, nous avons eu une séance avec nos enseignants, parce que l'université, ça vient avant tout du latin universitas magisterium et scholarium, et en tant que tel, ils ont organisé une séance de questions-réponses avec les étudiants pour échanger un tout petit peu sur le LMD. On nous a suscité, et pendant cette séance, j'ai donné mon avis. Ils nous ont demandé quelles étaient les limites du LMD selon nous, et moi j'ai levé la main et j'ai dit mon problème avec le LMD, c'est que je me sens déboussolée. Par rapport au lycée, on nous a indiqué une direction, et arrivé à l'université, on m'indique une autre direction. Donc je me suis sentie déboussolée, et j'ai fait part de mon ressenti. Mais la réponse que j'ai reçue de la part de l'enseignant qui était en train d'intervenir m'a fait extrêmement mal, parce qu'elle m'a répondu « mais ça va, hein, il faut avancer ». Vous savez comment je me suis sentie? Je me suis sentie rabaissée, comme si mon ressenti n'était pas assez légitime, comme si je ne devais pas être déboussolée par rapport au LMD, comme si les réponses données par les autres avant moi étaient beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus intelligentes que la mienne. À partir de ça, je me suis sentie mal à chaque fois que je devais prendre la parole. Je suis très bavarde et je vous assure que je ne peux pas m'empêcher de parler, mais qu'en même temps, je me suis sentie mal pour parler parce que à chaque fois, je sentais que ce n'était pas légitime, que je ne devais pas ressentir ce que je ressentais, et je me sentais constamment jugée par rapport à mes ressentis, par rapport à mes besoins qui étaient différents de celles des autres. Malheureusement, à l'école, on reçoit énormément de sentiments négatifs, tels que la culpabilité, tels que la honte, tels que la peur. Et je sais que les fauteuils de l'IFM sont très confortables, mais j'aimerais quand même vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Que toutes les personnes qui n'ont jamais éprouvé de honte, de culpabilité, de peur, pour des raisons d'éducation s'assoient. Donc, comme moi, vous avez été aussi victime de violences éducatives ordinaires. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qu'une violence éducative ordinaire, que l'on peut également abréger par VEO? Le chercheur Catherine Guéguen rapporte les violences éducatives ordinaires aux maltraitances émotionnelles que l'on peut décrire comme étant tout comportement ou parole qui rabaisse l'enfant, le ridiculise, le critique ou le punit. Oui, les VEO sont énormément en rapport avec la petite enfance et l'éducation que nous recevons au sein de notre famille, et malheureusement, elle continue après. Ces comportements peuvent être d'ordre verbal, d'ordre physique, d'ordre psychologique, et ils portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique de l'apprenant, et ils portent également atteinte à la construction de l'enfant que nous étions, de l'enfant que nous sommes encore peut-être. Et ils sont faits à des fins éducatives. On entend souvent la phrase, par exemple, « C'est pour ton bien, je pense à ton avenir,
Je suis un adulte, je connais mieux que toi ce qui est meilleur pour toi. Et c'est comme ça que les gens se justifient de nous infliger ces violences. Et elles sont ordinaires parce qu'elles sont banalisées, justifiées et normalisées par tout le monde. Personne ne pense à se rebeller contre elles. Pourtant, elles entraînent des conséquences irrémédiables sur les personnes que nous sommes. Pour les conséquences, je me suis appuyée sur les neurosciences, qui sont une science en pleine expansion et qui offre vraiment des résultats incroyables sur notre développement psychomoteur. Et les conséquences des VO se situent vraiment, entraînent des dangers sur le développement de notre cerveau. Premièrement, ils affectent le cortex orbitofrontal, toujours selon Catherine Guéguen, c'est-à-dire le siège qui régule nos émotions, qui régule notre empathie également. Et ils affectent également l'hippocampe, le siège de l'apprentissage et de notre mémoire. Cela a pour conséquence d'altérer l'apprentissage et augmente le risque de troubles du comportement, comme les délinquances, l'agressivité, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'identité, des gens se reconnaissent. Et malheureusement, ils peuvent débuter dès l'enfance et continuer à l'âge adulte. Donc si vous vous posez des questions sur vous-même, sur pourquoi vous fonctionnez d'une certaine manière, peut-être que les VO en sont la cause. Et cette phrase que j'ai entendue d'une de mes élèves m'a déchiré le cœur. C'était dans les souvenirs de l'examen. Mon père ne m'aimera plus si je n'ai pas mon examen. Ça m'a déchiré le cœur pour elle, mais aussi pour moi, parce que je me suis retrouvée chez elle, avec la peur, non pas de ne pas réussir, non pas de ne pas obtenir un travail, non pas de ne pas apprendre, mais la peur de ne pas être acceptée, la peur de ne pas être aimé. Et malheureusement, dans l'éducation, on nous éduque à beaucoup de honte, de culpabilité et de peur. Et ça ne finit pas là, c'est aussi un cercle vicieux. Les remarques que nous recevons sont souvent les remarques que nous pensons de nous-mêmes. À force d'entendre que nous sommes nuls, nous allons penser que nous sommes nuls. Mais nous allons aussi le dire aux autres, tu es nul. Et ça devient un cercle vicieux. Et quand on parle du cercle vicieux de la violence, je pense à chaque fois au titre de ce roman d'Angie Thomas, The Hate You Give, la haine que tu donnes. La haine que tu reçois est souvent la haine que tu donnes. Alors là, oui, le tableau semble être un tout petit peu sombre, mais je vous assure qu'il y a une solution. Et c'est justement de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de la solution que vous pouvez adapter pour sortir du cycle vicieux, du cercle vicieux des violences éducatives ordinaires. Bien sûr, c'est facile à dire. La première chose, c'est de changer le cercle vicieux de la honte, de la culpabilité et de la peur par un cercle vertueux, celui de la bienveillance, de l'empathie et du respect. The hate you give, la haine que tu donnes, pourrait être changé en the love you give, la haine que tu donnes et la haine que tu reçois. Et aujourd'hui, j'aimerais ne pas vous parler de ce que l'État peut faire pour vous, mais de ce que vous-même, vous pouvez pour vous. Je ne veux pas vous parler de ce que l'éducation peut faire et va faire pour vous, mais de ce que vous pouvez faire et de ce que vous allez faire pour l'éducation. Et la meilleure des choses, le plus simple, c'est de commencer par vous-même. C'est de commencer par regarder l'enfant qui est en vous, celui qui a subi ces violences, celui qui a mal, celui qui est stressé, celui qui a une anxiété chronique, celui qui est incapable de se voir bon et intelligent. Commencez par vous-même. Pour conclure mon intervention, j'aimerais rejoindre ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure concernant l'éducation. Ça devrait être une source d'épanouissement
d'émerveillement, de plaisir et de bonheur. Et malheureusement, les violences éducatives ordinaires n'aident pas l'être humain à s'épanouir. La solution? Il faudrait substituer la violence éducative ordinaire par de l'empathie, de la bienveillance et du respect. Et ça commence par vous, le travail que vous allez faire sur vous-même, les recherches, peut-être partir en thérapie, peut-être lire des livres, peut-être en parler aux gens, mais ça commence par vous. Et en bon conférencier qui se respecte, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, soyez cette goutte d'eau.